Bonsoir et bienvenue sur Tandem 2.0. J'ai le plaisir ce soir d'être avec ma collègue et complice Galit Benzimra et avec Jean-Jacques Pierrat. Bonsoir Galit. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Jérôme. Jean-Jacques, vous êtes directeur de l'Institut français. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons dans notre studio pour cette émission spéciale sur l'Institut français et son actualité. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord, qu'est-ce que l'Institut français et quelles sont ses missions ? Tout d'abord, merci de m'accueillir ce soir. L'Institut français donc, est le service, la partie culturelle de l'ambassade de France, un service culturel, d'action, de coopération et d'action culturelle avec différentes facettes, avec différents métiers. Il y a à l'intérieur de cet institut des attachés qui traitent de différents dossiers. Évidemment, on connaît très bien le volet culturel, mais il y a également le volet éducatif qui est un volet très important et également la coopération scientifique et la coopération universitaire que l'on connaît parfois moins, mais qui est très active évidemment en Israël. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on entend beaucoup parler français en Israël, à Ranana, à Tel Aviv. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a d'Israéliens francophones aujourd'hui ? Très bonne question. Alors, la francophonie, je pense qu'Israël, j'ai eu l'occasion de le dire lors du mois de mars, puisque c'était le mois consacré à la francophonie. Ouais, la francophonie. Israël est un pays francophone et on estime à 10% à peu près la population francophone. Alors ça fait dans les 800 000 à peu près personnes. Donc c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup de personnes. Ça fait moins que ça, ouais. Oui, donc on a évidemment dans cette population francophone des Français, bien sûr, hein, mais on a aussi des personnes qui parlent français et qui se trouvent un petit peu partout dans tout le pays. Donc c'est une grosse population francophone. Évidemment, pour nous, c'est évidemment un angle important de notre action, des relais également. Hein. La communauté française et la communauté francophone font partie de ces personnes relais à l'intérieur du pays. Alors, on va le voir, vous avez une actualité très chargée sur la partie culturelle et on voit que dans cette actualité, à travers les expositions ou autres, on a le numérique qui est de plus en plus présent. Est-ce que vous pensez que par rapport à la culture française, aux Français, c'est une opportunité ou une menace, cette présence du numérique ? Alors, la crise que l'on a connue, que l'on connaît encore d'ailleurs, nous a obligés finalement à avancer vers de nouveaux outils, des outils numériques, des choses que peut-être avant la crise on avait en tête, c'est-à-dire le fait simplement de pouvoir enregistrer certaines de nos conférences, également de pouvoir proposer des cours à distance en utilisant les outils numériques. Donc, bien sûr, c'est une opportunité pour l'Institut français et ça a été, je dirais, pour nous extrêmement révélateur cette crise-là. C'est-à-dire que ça nous a permis finalement d'aller beaucoup plus rapidement vers ces outils numériques. Ça nous a permis de toucher un public beaucoup plus large, un public qui n'est pas seulement dans les grandes métropoles, qui n'est pas seulement à Tel Aviv ou à Jérusalem, mais on a pu ainsi toucher des apprenants qui se trouvent à Beersheva, à Eilat ou dans d'autres endroits du pays. Donc, opportunité, c'est sûr. Évidemment, c'est la possibilité de mettre des contenus en ligne et je dirais d'avoir ce patrimoine un peu numérique qui reste, que l'on peut garder et que l'on peut finalement revoir. Donc ça permet en termes d'apprentissage d'avoir de nouvelles formes d'apprentissage, d'avoir accès de nouveau à ces contenus numériques. Donc c'est évidemment des choses importantes et d'aller vers des nouveaux contenus, alors des contenus qui sont parfois très courts, des contenus vidéo, des contenus audio. Et également, on s'oriente aussi à l'Institut français vers du podcast, puisque c'est vraiment des supports numériques intéressants pour notre action au quotidien. Alors, pardon, Galit. Non, je voulais justement rebondir par rapport à ça, effectivement, à ce que cette crise a poussé un petit peu tout le monde à se réinventer, à trouver des nouveaux moyens de communication. Et effectivement, moi je trouve que effectivement pour l'Institut, pour pour l'Institut français et d'autres relais francophones ou autres d'ailleurs, ça permet effectivement de toucher des gens non seulement, j'ai envie de dire, francophones en Israël, mais peut-être dans la francophonie même mondiale, puisque là vous parliez de conférences. Si vous faites des conférences et ce sont des contenus que vous mettez en ligne, effectivement,
Alors, ça peut toucher énormément de personnes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que, par exemple, je sais qu'il y a un institut français à Tel Aviv, il y en a un à Haïfa, il y en a à Nazareth, Jérusalem, non? Alors, on n'a pas d'institut français à Jérusalem. Il y a d'autres instituts qui sont gérés par le consulat général de France à Jérusalem. Mais nous avons un centre de recherche français à Jérusalem. Mais comment ça se partage? Est-ce que chacun a ses propres activités ou est-ce que vous, à Tel Aviv, par exemple, vous chapeautez les activités des autres? Alors, on peut pas dire qu'on chapeaute. Chacun a une programmation qui est analysée de façon globale. On a effectivement à Tel Aviv la plupart du personnel qui est là, avec des experts, avec des attachés sectoriels qui, dans les domaines culturels, éducatifs ou audiovisuels, par exemple, sont un petit peu les référents de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire les personnes qui peuvent conseiller nos collègues qui se trouvent à Haïfa ou à Nazareth. On a des structures à Haïfa et Nazareth qui sont relativement petites, puisque c'est à peu près 4 personnes à Haïfa et 2 personnes à Nazareth. Et pour avoir une idée, à Tel Aviv, vous êtes combien? Au total, on est 38 personnes sur l'ensemble du réseau. Okay. Voilà. Avec, je le disais aussi, pour notre action, je pense que c'est un outil très très important, c'est notre centre de recherche français à Jérusalem, où là, on a des chercheurs de différentes disciplines, l'archéologie bien sûr, la sociologie, l'histoire, tous ces domaines qui sont extrêmement importants dans le cadre du lien, de la coopération que l'on a avec Israël, et qui interagissent avec les autorités israéliennes et avec les universités pour leurs travaux de recherche. C'est magnifique. Moi, je ne savais pas, j'ignorais totalement que c'était rattaché à l'Institut français, tous ces domaines-là. Ouais. Vous avez une expérience internationale liée à la francophonie, puisque vous avez travaillé déjà avant dans d'autres pays, en Allemagne, aux États-Unis, vous étiez même à Shanghai. Qu'est-ce qui, selon vous, diffère dans le lien avec la francophonie en Israël par rapport à ces autres pays ? Oui, c'est une bonne question. C'est des francophonies qui sont vraiment très différentes, mais la francophonie s'exprime de façon très très différente dans le monde. On le sait. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'étais dans une région particulière, puisque c'était la région de Boston, avec un lien historique avec la France, avec Champlain, qui est arrivé et qui a nommé un certain nombre de lieux et des lieux que j'aime beaucoup dans cette région. Il y a le lac Champlain, mais surtout il y a une île qui s'appelle l'île aux Hauts. Donc les Américains ont beaucoup de mal pour prononcer l'île aux Hauts, vous pouvez vous en douter. Mais Champlain a nommé un certain nombre de lieux. Et en fait, ce que l'on s'est rendu compte, on se rend compte finalement lorsqu'on travaille dans cette région-là, c'est que finalement ces personnes-là qui sont arrivées et qui au fil des générations ont plutôt cherché à cacher leur accent français et leur connaissance de la langue française, reviennent en arrière et veulent pour leurs enfants retrouver leurs racines. C'est une question de racines. Et donc, faire en sorte que leurs enfants, maintenant, apprennent le français. Ça, c'est l'expérience à Boston. Évidemment, à Shanghai, c'est complètement différent. Shanghai, il y a eu une influence très forte des pères jésuites. Les pères jésuites étaient très présents. Ils ont créé l'université de l'Aurore à Shanghai. Ils étaient de très très grands scientifiques. De quelle époque on parle? La fin 19e, début 20e Voilà, à peu près. Donc avec un observatoire, avec un muséum. Donc vous avez des personnes qui sont extrêmement orientées vers l'universitaire, vers l'apprentissage de la langue. Et là, vous avez toute une génération de Chinois qui ont été formés par les pères jésuites, qui ont appris la langue française et qui parlent la langue française d'une façon extrêmement merveilleuse, surprenante. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a effectivement suivi ces cours-là et qui parle un français merveilleux sans avoir jamais vécu en France. Donc vous voyez, c'est assez surprenant. Donc c'est cette francophonie, c'est également dans cette université de l'Aurore, qui est maintenant l'université de Jiao Tong, c'est cette filière francophone de médecins. On apprend à une centaine de personnes la médecine en français. Donc vous rentrez dans les classes et les cours sont en français. D'accord. Donc c'est très surprenant. À destination de personnes qui vont aller l'exploiter dans des pays francophones ou Alors effectivement, c'est une filière d'excellence déjà, et effectivement ces personnes-là sont plutôt amenées à aller en France ou dans des pays francophones pour exercer, et ensuite revenir en Chine. Ensuite, parfois revenir en Chine
et continuer leur carrière en Chine. Il s'agit d'une sélection, hein, parce que les centaines d'étudiants en Chine, c'est un petit nombre. Donc il s'agit d'une sélection, il s'agit de sélectionner les meilleurs sur la traduction de ce que faisaient les pères jésuites à l'époque. Très intéressant, c'est incroyable ce regard effectivement à travers. Mais pour étudier la médecine en français, il faut quand même avoir un certain niveau de français. Donc j'imagine qu'ils sont sélectionnés parce qu'ils sont déjà francophones. Alors oui, ils parlent déjà français, mais ça demande quand même un français de spécialité, bien sûr. Ce sont des personnes qui ont un apprentissage et une relation à la langue qui est quand même assez différente. C'est-à-dire que j'ai pu voir des Chinois qui, en 6 mois, pouvaient déjà s'exprimer de façon relativement claire en français. Pourquoi ? Parce que leur lien avec la langue, et la langue chinoise en particulier, c'est d'apprendre par cœur. Hein, l'apprentissage de la langue chinoise, c'est un apprentissage du par cœur. Et ils font et ils répètent un petit peu ce même apprentissage pour la langue française ou une autre langue. Une méthode globale. Voilà. Plus ramené à ce que nous, on a connu dans nos écoles. Exactement. Alors, on disait en introduction que vous allez avoir une grosse actualité. Tout d'abord, j'aimerais parler de conférences. Une première conférence que vous allez proposer le 26 avril sur le thème de l'intelligence artificielle, mais avec un axe particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler du thème précis de cette conférence ? Alors déjà, cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle que l'on a mis en place sur l'intelligence artificielle. C'est évidemment un secteur très important de notre coopération scientifique. C'est un secteur qui est effectivement important dans différents pays. Et vous avez parlé de l'Allemagne. Je n'ai pas parlé de la francophonie en Allemagne tout à l'heure, mais en Allemagne, effectivement, l'intelligence artificielle et la coopération que nous avons avec nos collègues allemands dans ce domaine-là, évidemment importante. Celle que nous avons ici avec Israël, bien sûr, est très importante, je dirais, et elle nous permet d'explorer différentes dimensions. Parce qu'évidemment, il y a un volet scientifique, technologique, d'innovation de rupture, mais il y a aussi toute une facette que vous pouvez imaginer sur le volet de l'éthique. Bien évidemment, c'est des questions éthiques, c'est des questions aussi d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle pourra faire, pas faire, et jusqu'à quelle limite on peut faire des choses avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et ça touche aussi les sciences humaines et sociales et pas seulement les sciences dures, entre guillemets. Et là, vous m'avez demandé le sujet, il s'agit de l'intelligence artificielle, et les préjugés sexistes. Donc là, on a... C'est un angle original après. C'est un angle original. Alors on se pose la question de savoir si l'intelligence artificielle est une source d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et là, pour le coup, on a 2 chercheuses, très grandes chercheuses, qui ont fait toutes les 2 d'ailleurs leur postdoc au Weizmann, qui vont, je dirais, intervenir dans le cadre de cette conférence. Donc c'est l'idée d'avoir ces 2 personnes-là d'ailleurs qui sont auteurs d'un livre. De femmes. Pour parler de cette question-là. Ah bah oui, mais c'est important. C'est important. Et elles sont auteurs d'un livre intitulé « L'intelligence artificielle, pas sans elle » et qui a été préfacé par Cédric Villani. D'accord. Ah, très bien. Alors, pour le grand public, comment est-ce qu'on peut suivre cette conférence ? Alors, c'est une très bonne question et ça va être une première pour l'Institut français parce que ce que l'on souhaite, évidemment, c'est de pouvoir revenir le plus souvent possible au présentiel. C'est-à-dire de pouvoir être en contact avec notre public et de pouvoir les accueillir à l'Institut français. Donc il s'agit de faire un modèle un peu hybride avec la possibilité toujours de donner cette éventualité de se connecter par Zoom. Donc vous pourrez trouver toutes les informations sur notre page de l'Institut français, sur le site internet de l'Institut français, pour avoir ce lien de connexion sur Zoom. Donc ça, c'est la première chose. Ou alors, si vous êtes à Tel Aviv et pas très loin de l'Institut français, vous pouvez venir jusqu'à l'auditorium de l'Institut français. Donc à votre adresse de Tel Aviv, boulevard Rothschild, numéro 7. Numéro 7. Voilà. 7. Et alors, pour les gens qui nous regardent, donc l'adresse du site internet de l'Institut français, on va la rappeler. Alors, c'est Institut français tout attaché, un seul mot, -israël.com. Ok. Voilà. Et vous disiez que c'était un cycle sur l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir tout un cycle. Donc là, c'est sur le sexisme,
les prochaines, vous avez déjà des échéances, vous avez des sujets? On a des sujets, je vous ai parlé tout à l'heure de l'éthique par exemple, des sujets qui concernent l'éthique, et puis il y a évidemment des sujets qui sont plus techniques, qui sont plus en lien avec l'intelligence artificielle. On a démarré évidemment ce cycle avec des interventions de personnes en France qui ont expliqué l'intelligence artificielle, parce qu'on ne pouvait pas démarrer un cycle sans dire ce que ça veut dire intelligence artificielle, parce que pour le coup, voilà, on a démarré comme ça. Et puis, surtout, on travaille avec des partenaires. Hein. Ce qui est important au niveau de l'Institut français, c'est ce partenariat avec des universités, de façon à faire en sorte que ce soit vraiment un démarrage à des projets de coopération. Parce qu'en fait, pourquoi ces cycles de conférences et pourquoi ces conférences? Évidemment, il s'agit de rapprocher des experts français et des experts israéliens et de faire en sorte qu'on les amène vers des programmes ou des projets que l'on pourra ensuite financer par différents moyens, hein, au niveau de l'Institut peut-être, mais plus largement sur des fonds bilatéraux qui permettront d'aller plus loin au niveau de la recherche. D'accord. Et toutes ces conférences, elles sont donc soit en français, soit sous-titrées en français, c'est l'idée? Oui, l'idée, bon, là, en l'occurrence, elle sera en anglais, la conférence sera en anglais. Sinon, on essaye effectivement d'avoir des conférences en français avec un sous-titrage lorsque c'est possible. D'accord. Alors, on parlait de cycle, on va également parler cinéma, puisque vous allez prochainement démarrer un cycle sous un angle assez original qui est le cinéma et la question de l'espace, ou l'espace architecture, projection de films. Alors, première question comme ça, pourquoi le thème de la question de l'espace dans le cinéma? Alors, oui, c'est une bonne question. Ça ramène un petit peu à un niveau des priorités, des priorités que l'Institut français s'est fixé, et surtout que notre ministère de tutelle, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous a fixé en matière d'ICC. Alors les ICC, ce sont les industries culturelles et créatives. Et parmi ces industries culturelles et créatives, on pense tout de suite, bien évidemment, au cinéma. On pense à l'animation, à la réalité virtuelle, aux séries, parce que là, il y a évidemment beaucoup de coopération avec Israël. Mais il y a aussi tout ce qui est design, urbanisme, architecture. Et ce cycle, ce cycle de conférences qui lie cinéma et architecture, s'intègre parfaitement dans cette priorité sur les ICC, en fait, dans ce plan d'action ICC. Alors, c'est original comme thème. C'est un thème original. Et alors, j'ai vu les films qui étaient choisis pour ce cycle. Donc, le premier film choisi, c'est un film de Marcel L'Herbier qui date de 1924. Ah oui, oui, ce sont pas des films. Il y a des films restants et des films plus anciens. Donc on commence en 1924 effectivement, mais on va jusqu'en 2012. Récent, voilà, 2012. Donc effectivement, c'est une vision à travers le XXe siècle, le début du XXIe siècle. Il y a des grands noms. J'ai vu Zéro de conduite de Jean Vigo. Notamment. Donc, et concrètement, comment ça va se dérouler ce cycle au niveau du programme et au niveau du timing? Quelle est l'idée? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour revenir sur l'architecture, le design, c'est évidemment, dans un premier temps, faire en sorte que des experts français et israéliens puissent se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment la partie un petit peu plus technique, faire en sorte qu'on ait des rencontres. En amont de la projection? Alors, mais là, la projection, c'est une partie un petit peu différente parce que c'est une projection vers un grand public, vers un large public. C'est le fait de pouvoir expliquer à un plus large public ce que l'on peut faire et comment l'espace public, c'est dynamique, avec effectivement comme objectif le bien-être en ville, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Comment améliorer les espaces publics pour se sentir mieux dans les villes de demain, dans nos villes de demain. Donc là, il s'agit d'explorer cette question-là en utilisant le cinéma, effectivement, donc ces projections, ces 5 projections, et de faire en sorte de voir également, donc ça répond un peu à votre question, de voir de 1924 à 2012 comment ce sujet a été traité sur un laps de temps qui est quand même relativement important. Donc c'est un petit peu ça. Donc ensuite, effectivement, il s'agira là pour le coup d'une projection avec
un spécialiste de cette question-là, et surtout quelqu'un qui est professeur à l'université de Tel Aviv. Donc ça, c'est Dan Shootin avec qui vous avez mis en place ce cycle. Voilà, donc il s'agit avec lui de présenter ce cycle-là et de faire en sorte qu'à la fin de chaque projection, il puisse y avoir ce débat, cet échange avec la salle. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est où est-ce qu'on peut, comment le grand public, puisque c'est l'idée, peut y aller? Et effectivement, est-ce que il y a quelque chose avant la projection, on démarre par la projection et après l'échange, comment ça va se passer? Oui, de façon relativement classique. Donc il y aura effectivement une introduction, bien sûr par Dan sur le film et ce que l'on va voir, et puis ensuite un certain nombre de questions-réponses. Soit on restera dans notre salle de projection au niveau de l'Institut français. Donc c'est chez vous? Donc ce sera chez nous. 7 boulevard Rothschild, voilà, très bien. à Tel Aviv. Et toujours plus d'informations sur notre site internet que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ensuite faire en sorte, parce qu'on sait très bien, les questions, les interactions sur le sujet se font souvent autour d'un cocktail. Donc on essaiera, alors si la situation sanitaire reste comme celle que l'on connaît actuellement, de faire en sorte qu'on puisse avoir ce moment d'échange avec le public. Il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut venir spontanément pour ce cycle-là? Alors, l'inscription est obligatoire pour venir à l'Institut. Il y aura également un contrôle effectivement à l'entrée, le contrôle du passeport vert et puis de ces listes de personnes qui se sont inscrites. Donc, effectivement, on est obligé d'inscrire les personnes. Ok. Inscription. Et il y a une participation, on règle, on peut choisir de venir uniquement à la projection ou il faut après il y a le débat, le cocktail, comment ça se passe? Alors, pratiquement. Comment ça se passe donc après l'inscription en ligne? Donc vous allez sur notre site Institut Français -israël.com, voilà. Et puis donc après cette inscription, effectivement, donc il faut régler pour les personnes qui ne sont pas membres de l'Institut français, il s'agit de 20 shekels, 10 shekels pour les membres. C'est symbolique. Et c'est gratuit surtout pour les étudiants, de façon à ce qu'on puisse avoir effectivement des étudiants présents dans la salle de notre institut. Donc c'est très symbolique, c'est très ouvert. Ouvert. C'est une invitation à ce que les gens, sûr, une fois qu'ils ont réglé, ils y aillent. Ouais. Mais on va rappeler les dates du début du cycle de projection. Donc il y a 5 séances. La première commence le 11 mai. Et l'idée, c'est de faire les séances toutes les 2 semaines à partir du 11 mai. Et voilà, toujours à l'Institut français. Avec peut-être, vous avez posé la question, je dirais, du débat. Je pense que c'est une bonne question. Donc le fait d'introduire, effectivement, donc la séance sera introduite par Dan, et il y aura ensuite un débat avec Dan et avec la salle à l'issue de la projection. Alors, on a parlé conférence, on a parlé de cycle de projection, et prochainement, vous soutenez également une rencontre avec Vanessa Springora dans le cadre d'un festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival et de Vanessa Springora? Oui, avec plaisir. Donc, il s'agit effectivement du Festival international des écrivains de Jérusalem, le Mishkenot Sha'anim. Donc, c'est très compliqué pour moi de prononcer. Sha'anim, merci beaucoup, j'ai loupé. Et donc, c'est évidemment un partenariat. Nous sommes partenaires et nous soutenons l'intervention de Vanessa Springora. Springora qui sera là. Qui sera virtuellement ou en présentiel? Qui sera là virtuellement. Et c'est une conversation en fait avec Dorit Chilo, que vous connaissez peut-être, qui est une critique littéraire, traductrice, chargée de cours à l'Université de Tel Aviv, dans le cadre de notre programme de culture française. Et donc là, évidemment, Vanessa Springora interviendra, parlera de son livre. Le consentement. Le consentement, qui a beaucoup, fait beaucoup parler de lui. Beaucoup d'encre en France. Il est sorti il y a un an, à peu près un peu plus d'un an. Et c'est un livre très intéressant dans lequel, enfin même terrifiant, dans lequel elle raconte en fait son histoire avec Gabriel Matzneff. Exactement. Alors qu'elle avait 14 ans et lui 49 ans. Et se pose dans ce livre toute cette histoire de l'emprise et du consentement
par rapport à une histoire qui aujourd'hui, bien sûr, apparaît avec tout le contexte avec le regard de 2021 ou 2020 paraît très choquante, mais était passée sous un regard très différent. Et tout le monde. Et elle a dénoncé aussi tout ce monde tout ce monde littéraire, tout ce monde médiatique qui à l'époque voilà, Matzneff, tout le monde savait ce qu'il faisait et tout le monde savait comment il fonctionnait. Il l'a raconté dans ses livres, à longueur de livres. Mais voilà, c'était, on va dire que c'était un autre temps, d'autres mœurs. Un autre temps accepté. Il était sur les plateaux de télévision, il faisait la promo de ses livres et ça choquait. Ouais. Et... Pas grand ouvertement, monde. Pas grand monde. Il y a un volet qui m'a beaucoup plu, c'est également comment la littérature, comment le fait d'écrire lui a permis de faire face finalement à ce traumatisme qu'elle a vécu. Vous voyez comment elle a pu, un peu, si c'est possible d'ailleurs, se guérir, se reconstruire par rapport à un traumatisme comme ça, en écrivant. Je crois que ça c'est vraiment le volet, en tout cas, on verra. Et qui est revenu sur d'autres auteurs, d'autres autrices et d'autres personnes qui ont raconté leurs histoires à travers des livres. Et effectivement, c'est une sorte de thérapie salutaire pour certaines personnes, dont Vanessa Springora. Je pense que c'est une rencontre qui va être passionnante. Je pense. Donc elle a lieu le 5 mai à Jérusalem. Alors oui, à Jérusalem, en ligne en fait, donc il faut 5 mai à 19h et ce sera en ligne sur le Facebook, donc c'est un Facebook Live, donc c'est assez facile, vous connecter sur le festival et vous êtes directement sur, il faut juste être à la bonne heure et au bon moment et vous serez en ligne pour cette conversation qui, comme vous le dites, sera en live. Voilà. Et si vous avez besoin d'informations et que vous ne trouvez pas le site du festival, allez évidemment sur notre page qui vous permettra d'accéder au direct. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange, Jean-Jacques Pierrat. On va rappeler l'actualité de l'Institut français de Tel Aviv. Donc vous avez le 26 avril le début d'une conférence sur l'intelligence artificielle. Cycle de conférences et donc là cette conférence le 26 avril. On a le début d'un cycle de projection et discussion sur la question de l'architecture, l'espace dans le cinéma, dans vos locaux au 7 boulevard Rothschild. Première séance le 11 mai. Et donc cette rencontre virtuelle en ligne qui est le 5 mai à 19h. À 19h sur un Facebook Live. Merci beaucoup d'être venu dans nos locaux. À très bientôt et belle réunion. Merci Jean-Jacques. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et partager notre page Facebook et à très bientôt.